Brève histoire de la psychanalyse. Première partie. L'histoire de la psychanalyse commence avec les découvertes et théories de Freud, soit à la fin du XIXe siècle. Mais ce que je vous propose, c'est de comprendre ce qu'il y avait avant Freud, donc de tenter de saisir et de comprendre l'histoire de la psychologie, et ce, même si la psychanalyse et la psychologie sont deux disciplines distinctes. La psychanalyse étudiant quasiment exclusivement l'inconscient, alors que la psychologie étudie aussi la conscience autant que les processus inconscients. Elles partagent du coup la même histoire. Nous allons donc explorer la préhistoire de la psychanalyse à travers l'histoire de la psychologie. C'est donc le sujet de ce premier podcast d'une série de 3. Il me paraît important ici que vous gardiez à l'esprit 2 idées. D'une part, l'idée que l'origine de la psychanalyse est double, philosophique et médicale. D'autre part, l'idée d'opposition entre une approche moniste et une approche dualiste. Le monisme prône l'unité indivisible de l'être, tandis que le dualisme défend la séparation de l'âme et du corps. La psychanalyse, c'est l'analyse de l'âme, de la psyché. Dans l'Antiquité, Psyché fait partie des grands mythes grecs. Psyché est une très belle jeune femme dont Eros tombe follement amoureux. Et après bien des obstacles, à la demande d'Eros auprès des dieux de l'Olympe, Psyché devient déesse. Elle revêt donc un aspect à la fois matériel, c'est une humaine, elle a un corps, et spirituel puisqu'elle devient une déesse. D'autres grands mythes ont inspiré la psychanalyse, tels que celui d'Œdipe ou encore celui d'Électre. Ce qui intéresse les philosophes de l'Antiquité, ce sont les facultés de l'âme, de la psyché. Platon défend le dualisme de l'âme et du corps. L'âme existe à l'état de latence avant le corps. Quand l'âme intègre le corps, le sujet ne se souvient plus des idées innées. Le bien, le beau, le vrai. La maïeutique est utilisée afin de faire réapparaître ces idées innées. Les maïeuticiens étaient les ancêtres des psychanalystes. Ils interrogeaient un individu pour lui faire exprimer ce qu'il connaissait. Le psychanalyste interroge le patient de la même façon sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il connaît de lui-même, de son histoire, ce qu'il ressent, éprouve. Mais la maïeutique ne suffit pas. Il est certes bon de connaître, encore faut-il s'assurer que cette connaissance est vraie. La dialectique est une technique qui vise, à travers une série de discussions, de raisonnements, de contradictions, d'interprétations, à trouver la vérité. Le psychanalyste pratique lui aussi la dialectique. Freud lui-même a écrit dans un texte intitulé « Analyse terminée et analyse interminable », publié à la fin de sa vie en 1937, que la psychanalyse est basée sur l'amour de la vérité. Enfin, il est à noter que Platon fait preuve d'un dualisme modéré, car selon lui, notre âme dépend de 3 systèmes situés dans le corps. Dans le bas-ventre, c'est l'épithyméticone qui correspond à notre animalité, nos besoins primaires tels que la faim, la soif et la sexualité. Dans la tête, c'est le nous qui correspond à la partie rationnelle de l'âme. Enfin, dans le cœur, le thymos qui correspond à la volonté. On peut voir déjà dans ces 3 systèmes l'esquisse de la 2e topique freudienne, le ça, le surmoi et le moi. Un autre philosophe important de l'Antiquité, Aristote, s'intéressait aux facultés de l'âme. Il y a consacré un ouvrage intitulé « De l'âme ». Pour lui, il n'y a pas de séparation de l'âme et du corps. L'esprit est comme une table rase sur laquelle vont se construire les représentations que chacun a du monde en fonction des interactions qu'il a avec l'extérieur. Il n'y a pas ici accueil des formes extérieures, mais plutôt une recréation du dedans. Aristote pensait qu'il existe 3 âmes qu'il hiérarchise, végétative, sensitive et intellective. Du côté médical, il y a la Clinée, sur l'île de Cos, île d'Hippocrate, père de la médecine.
La clinée signifie lit ou canapé en grec, d'où la clinique qui se pratique au chevet du malade. Afin de retrouver la santé mentale, le patient buvait l'eau de la source mémoire, se couchait donc sur une clinée et racontait ce qui lui traversait l'esprit face aux fresques qui décoraient sa chambre. Hippocrate avait déjà classifié les troubles mentaux: manie, mélancolie, paranoïa et épilepsie. Il serait aussi peut-être à l'origine de la théorie des humeurs, théorie qui définissait le tempérament d'un individu, bileux, atrabilaire, flegmatique ou sanguin, en fonction de l'analyse de ses humeurs, de son sang, de sa bile jaune ou noire, de sa lymphe, et de leur association aux 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Au Moyen-Âge, saint Augustin proposera une psychologie intimiste, subjective et tournée vers soi. Psychologie qui sera reprise à la Renaissance par Montaigne. Saint Augustin formulait déjà l'hypothèse d'une pensée sans langage. Autrement dit, l'existence d'une réalité interne qui précède et anime le langage. La psychologie de Montaigne encourageait elle aussi à l'introspection et à l'étude du comportement. Elle fit état de l'inconstance et de la diversité de l'humain. Montaigne invitait à la sagesse et à la tolérance face au fanatisme religieux de son époque. C'est en cela qu'on peut dire que sa psychologie est laïque. À la Renaissance, c'est aussi la psychologie mécaniste de Descartes, qui avait une vision dualiste, séparant le corps, qu'il compare à un orgue où les esprits animaux circulent, de l'âme, la substance pensante. Ce dualisme cartésien est à l'origine de la répartition suivante: le corps pour les physiologistes et les médecins et l'âme pour les psychologues. La séparation de la psychologie de la philosophie s'opère durant la période des Lumières et très précisément en 1732 par Wolff. C'est en effet la naissance de la psychophysique qui va donner un caractère scientifique à la psychologie en introduisant des lois mathématiques et des méthodes de calcul de l'intelligence, de la mémoire. Wolff distinguait la psychologie empirique, qui consistait en observation pour découvrir les lois des conduites humaines et les facultés de l'âme par la mesure et le calcul, de la psychologie rationnelle, qui consistait dans la détermination par le raisonnement de ce que doivent être les facultés de l'âme. La psychologie des Lumières, c'est aussi Kant, sa raison pure qui existe indépendamment des sensations, son concept de schème qui fait le lien entre les idées pures et les intuitions, car ni la raison seule, ni les sensations seules nous permettraient de connaître le monde. Nous arrivons enfin au 19e et 20e siècle. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai principalement abordé les racines philosophiques de cette histoire de la psychanalyse. Finalement, très peu les racines médicales. J'ai parlé d'Hippocrate, des cures de l'âme et de la théorie des humeurs durant l'Antiquité. Au cours du Moyen-Âge, c'est essentiellement l'Église qui intervient dans le traitement de la folie, notamment à travers des exorcismes, l'emprisonnement ou bien carrément le bûcher. Il faut attendre la Renaissance pour que la folie, la maladie mentale, passe au rang de maladie. Et la fin du XVIIIe siècle pour la naissance de la psychiatrie et la classification des maladies mentales. Les XIXe et XXe siècles sont les siècles du positivisme et du darwinisme, de la révolution scientifique. Comte oriente la pensée vers moins de métaphysique et davantage de positivisme, c'est-à-dire d'observation de faits dits positifs. Darwin fait quant à lui l'hypothèse d'un mécanisme général de la sélection naturelle et de l'évolution de l'espèce. En France, Charcot, Ribot et Janet influencent en partie la construction des théories freudiennes. Et ça, j'en parlerai dans le prochain podcast qui sera consacré à la naissance de la psychanalyse. Si vous voulez aller plus loin dans cette préhistoire de la psychanalyse, je vous recommande 2 ouvrages. Histoire de la psychologie d'Olivier Houdet dans la collection Que sais-je et Histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault. Dans le prochain podcast, je vous parlerai de la naissance de la psychanalyse, de son accueil et de sa diffusion dans le monde, de Freud et de ses disciples, de Lacan.